Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP Canal 8. C'est vendredi et comme chaque vendredi, puisque chaque voix compte, eh bien, c'est à vous que nous donnons la parole ce soir pour une émission consacrée à nos commerces. Black Friday, Internet, plateforme chinoise, comment résister, comment redynamiser nos magasins physiques et nos centres-villes. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions à nos trois invités ce soir. Romain Eskenazi, bonsoir, député socialiste du Val d'Oise. Merci d'être là aux côtés de Sylvain Berrios, bonsoir. Bonsoir. Député Horizon du Val-de-Marne. Et je salue également Grégory Carret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir. Merci à tous les trois d'être là et de vous prêter au jeu des questions-réponses avec notre public. J'ai autour de moi des commerçants, mais aussi des clients, des consommateurs, et tous ont beaucoup de questions pour vous et des histoires aussi à vous raconter. Je salue également ce soir Mariette Darigrand, la sémiologue. Bonsoir, chère Mariette. Bonsoir, Adeline. Est-ce qu'il y a un mot qui vous inspire en particulier aujourd'hui ? Bien sûr, vous l'avez prononcé d'ailleurs. Nous sommes le vendredi 28 novembre, c'est le Black Friday. Le Black Friday. Et vous nous raconterez d'où ça vient. Voilà pour le programme de ce soir, a priori, puisque je vous rappelle que cette émission, c'est vous qui allez la faire, c'est pas moi. Hein. Donc je compte sur vous. Installez-vous confortablement chez vous. Chaque voix compte, c'est parti. Et c'est vrai que c'est l'un des grands paradoxes du moment. Les Français adorent les commerces de proximité. Ils reconnaissent qu'ils occupent une place essentielle dans la vie de la cité, qu'ils sont l'âme et le dynamisme d'une commune. Et pourtant, les centres-villes se meurent. 14% de rideaux tirés aujourd'hui dans nos villes. Un Français sur deux estime que son centre-ville est en perte de vitesse. Petit tour d'horizon d'abord avec vous, cher public. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Est-ce que vous aussi, vous avez vu le centre de votre ville dépérir ces dernières années? Qui veut prendre la parole? Je peux peut-être prendre la parole. Je suis Vous êtes Pierre. Exactement, directeur fondateur de l'association d'élus Centre-Ville en Mouvement. Et on fait chaque année un sondage avec le CSA sur les attentes des consommateurs centre-ville. Et ce que vous dites est hyper intéressant parce que même de consommer aujourd'hui est un acte citoyen pour 83% des Français. Et ce qui est intéressant, c'est que 64% des Français considèrent que de faire ses courses alimentaires, il y a un véritable attachement à son centre-ville. Et même 75% des jeunes. C'est important. Ça veut dire que le centre-ville, moi, ça fait 30 ans que je travaille pour le centre-ville, et on voit que le centre-ville, on nous dit chaque année, ah, il va mourir. Alors avant, c'était la grande distribution, elle est en train de faire périr le centre-ville. Le centre-ville, il tient toujours. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a plus de mal avec ces enseignes qui vendent sur Internet? C'est plutôt les grands groupes qui ont des problèmes. Et la grande distribution de périphérie. Mais il y a aussi des petits commerçants qui souffrent et qui n'arrivent plus à tenir boutique. Et cette réalité, on y est tous confrontés, qu'on soit habitants, clients ou commerçants. Et les illuminations de Noël n'éteignent pas cette impression. Illustration ce soir pour commencer. À Saint-Quentin dans l'Aisne, c'est un reportage de Dario Borgogno et Nicolas Margeron. Entre les promotions de cette zone commerciale et les boutiques du centre-ville, pour les habitants de Saint-Quentin, le choix est vite fait. Plus centre commercial que dans les petites boutiques. Pourquoi ? Parce que c'est horriblement cher. On n'a plus les moyens comme on l'avait avant. J'ai 3 enfants, je suis maman célibataire, donc je cherche sans cesse les bonnes affaires. Je préfère tout à fait acheter en grande surface parce que le prix est beaucoup plus intéressant que dans un magasin de jouets. C'est 30-40 € le jouet, là j'en ai eu pour 40 € les 3. Conséquence de nombreuses grilles baissées dans cette artère commerçante de la ville. Ça fait mal au cœur. Parce qu'avant c'était vivant. Les centres commerciaux, je crois qu'ils ont tué beaucoup de choses. Constat partagé par Alain, le gérant de l'une des plus anciennes boutiques de cette rue. J'ai eu plusieurs magasins qui sont fermés autour de moi, même avant Covid. Saint-Quentin, c'est une ville assez difficile quand même, je trouve, pour le commerce. Ici, une quarantaine de commerces a fermé ces 10 dernières années. C'est un moment de défi permanent. Vous avez eu la fermeture des commerces en 2020-2021 avec la crise du Covid. Vous vous êtes fait l'inflation derrière avec le coût de l'énergie où les gens n'avaient pas beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, la première concurrence, c'est Internet. C'est les plateformes. Et pour les aider à rivaliser, la mairie a engagé une manager de commerce. Bon, donc ça y est, la semaine prochaine, prise de poste sur manager de commerce. Oui. Voilà. Bon, tout va bien. T'es au point sur les
Premières actions, c'est une période importante. Ouais. Tout va bien, les commerçants sont prêts et je suis prête aussi à prendre ce sujet. Sa mission, rendre plus attractives les boutiques du centre-ville. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les porteurs de projets et également de travailler à l'année un plan d'animation et de communication dédié au commerce de proximité. Donc ça peut être des campagnes de communication, ça peut être des jeux dans les commerces, un peu comme le font déjà depuis plusieurs années les centres commerciaux. En attendant, certains sont déjà contraints de s'adapter. Quand je vois que les marques que je fais actuellement se mettent en Black Friday, forcément je suis un peu dans l'obligation de suivre. Parce que sinon les gens ils vont acheter forcément ailleurs. Malgré ces réductions, malgré les efforts de la mairie, la lutte reste encore inégale. Et dans les semaines à venir, les centres commerciaux à proximité vont faire le plein. Alors, nous allons essayer d'aborder les problématiques les unes après les autres. Là, cette dame à Saint-Quentin parlait du fameux Black Friday. Et c'est vrai que ça nous interroge ce soir sur ces périodes de promotion à répétition. On est avec Tina. Alors, Tina, elle n'a pas pu être là parce qu'elle a un commerce à Dunkerque et qu'elle ne voulait pas fermer boutique pour être avec nous. Et on la comprend, mais on la remercie d'être quand même là. Bonsoir, Tina. Donc, vous êtes commerçante à Dunkerque. Bon, on devine que vous faites dans la dentelle, n'est-ce pas ? Vous vendez de la lingerie. Est-ce que vous avez organisé un Black Friday aujourd'hui ? Pas du tout. Vous y avez résisté? Alors, ça fait plusieurs années, effectivement, que cette animation est arrivée en France. Je suis installée depuis 22 ans. C'est quelque chose que je n'ai jamais souhaité faire dans ma boutique parce que d'abord la période ne s'y prête pas et ensuite je pense que c'est vraiment en fait un problème en fait pour nous en tant que commerçants du centre-ville, surtout par rapport à la période. En fait, le Black Friday il vient d'Amérique. En Amérique, ça a un sens parce que voilà, c'est le lendemain de Thanksgiving, donc ça a toute une histoire autour de ça. Chez nous, ça n'a aucun sens. Chez nous, on commence à faire les cadeaux de Noël. Comment expliquer à ma cliente qui est venue hier que voilà, qui a acheté les produits qu'aujourd'hui ils sont plus au même prix ou vice versa, que demain ne le seront pas non plus. Donc moi je pars sur le principe que je respecte ma clientèle et que par rapport à ça je ne peux pas me permettre de pratiquer ce genre de promotion parce qu'aussi nous avons des marges qui sont extrêmement restreintes. Moi je pratique ce qu'on appelle des prix de vente conseillés et ce qui fait que si je ne vends pas un minimum de produits avec marge, je ne peux pas payer mes charges tout simplement, donc c'est aussi simple que ça. Alors il y a sur notre plateau ce soir 2 décideurs, 2 députés. Quelles questions est-ce que vous voudriez leur poser, Tina ? Écoutez, moi, la première question effectivement que je souhaiterais poser, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne légifère pas par rapport à des sites que je ne vais pas citer, mais que tout le monde connaît, que ce sont des sites qui effectivement nous inondent en fait des produits de très très mauvaise qualité. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a entendu parler de produits qui arrivent donc sur le territoire via ces plateformes, et que ce sont des produits en fait qui ne apportent rien à l'État. Je veux dire, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas d'impôts, il ne payent pas de taxes. Ce sont des produits qui d'ailleurs nous coûtent de l'argent, parce qu'arrivé un moment, on sait que c'est de la fast fashion, même de la très très fast fashion. Donc, arrivé un moment, ils vont très très vite se trouver à la poubelle. Donc, du coup, il va falloir que nous, on s'occupe de ces déchets. Et pourquoi est-ce qu'on ne légifère pas là-dessus ? Pourquoi est-ce qu'on accepte finalement d'être inondé par ce genre de produits qui, petit à petit, vont tuer nos commerces ? D'ailleurs, on le voit un petit peu depuis quelques années. Donc, des grandes enseignes, des enseignes françaises qui ont fermé dans les centres-villes, et aujourd'hui on continue de laisser inonder en fait notre territoire de ces produits-là. Et arrivé un moment, je pense qu'il faudrait légiférer. Quand j'entends il n'y a pas si longtemps que ça qu'aujourd'hui à l'Assemblée, enfin en tout cas les pouvoirs publics aujourd'hui ils hésitent encore, ou ils sont en train de se demander s'il faut mettre 2 € pour taxer donc ces produits qui arrivent par paquet. Non, moi je leur dis il faut pas mettre 2 €, il faut en mettre 30 quoi. Je veux dire, arrivé un moment, il faut aussi qu'il y ait une sorte de justice qu'on n'a pas du tout actuellement. Alors, on va donner la parole aux 2 députés qui sont avec nous, Sylvain Berrios et Romain Eskenazi. Il y a 2 choses dans ce qu'elle vient de dire. Il y a cette fameuse taxe sur les petits colis chinois, et puis il y a l'encadrement de ces plateformes. Et Chine, en ce moment, c'est un mot qu'on prononce beaucoup à l'Assemblée nationale et dans ses couloirs. Romain Eskenazi. Oui, écoutez, madame, vous avez parfaitement raison. Moi, j'avais conscience du phénomène, mais je m'en suis rendu compte encore plus en présidant depuis 6 mois une mission d'information sur le contrôle de nos importations et la concurrence déloyale, qui rendra son rapport le 10 décembre prochain. En 3 chiffres, c'est 175 millions d'articles qui sont arrivés à Roissy en 2022,
410 millions en 2023, 775 millions en 2024. La croissance de ces petits colis est exponentielle. Et je suis allé à Roissy pour voir un contrôle douanier. En 1 heure, je n'ai pas vu un produit conforme à nos normes et à nos règles. Pas un. C'était soit de la contrefaçon, soit des produits qui peuvent être dangereux, notamment des bijoux avec un taux de plomb supérieur, des textiles qui ne respectent pas du tout nos normes, des jouets avec une fausse norme CE qui peuvent être dangereux pour les enfants. Donc ça suffit, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je constate que les choses vont dans le bon sens, mais trop lentement. C'est la raison pour laquelle il y aura une résolution transpartisane qui sera votée dès la semaine prochaine à l'Assemblée nationale pour demander à l'Europe d'aller plus loin dans le DSA, qui est une loi qui contrôle le numérique en Europe. Le Digital Service Act. Exactement. Et d'aller plus loin aussi dans la réforme douanière qui doit arriver avec effectivement une réforme des petits colis, avec la suppression de cette absence de droit de douane pour les colis de moins de 150 €. Mais je pense qu'il faut qu'on aille plus loin parce que vous avez parfaitement raison. On inonde le marché de produits qui ne respectent pas les lois, les normes, les règlements qu'on impose pourtant à nos commerçants et à nos producteurs. Sylvain Berrios. Oui, mon collègue a dit à peu près l'essentiel, puisqu'on aura effectivement une disposition transpartisane dans quelques jours. Mais la question qui est devant nous, et en fait qui est posée, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ceux qui consomment sur ces sites-là reviennent consommer en centre-ville? C'est toute la question de ce soir. C'est la seule question qui vaille en réalité. Et aujourd'hui, vous avez un fait générationnel. Vous avez 85% des jeunes de moins de 4 ans qui consomment sur les plateformes. Comment est-ce que c'est un fait générationnel inéluctable, ou est-ce qu'on considère que ces jeunes qui consomment aujourd'hui majoritairement sur des sites peuvent revenir dans nos centres-villes? Donc c'est vraiment la question. Alors je ne sais pas comment est-ce que le débat va s'opérer, mais là pour le coup les collectivités, qu'elles soient les communes, les départements, les métropoles, portent des solutions. Je pense à la métropole du Grand Paris, par exemple, qui porte une solution pour les centres-villes, des portages d'unités foncières. Enfin bon, on fait quand même pas mal de choses, de rénovation de nos centres-villes. Mais encore une fois, les cœurs de commerce, les cœurs de ville ont connu des crises au cours du temps. Je vous rappelle que pendant longtemps, on nous a expliqué que les hypermarchés allaient détruire nos centres-villes. Bon, je crois que nos centres-villes ont résisté. Parce qu'ils se sont adaptés. Comment est-ce qu'on fait pour que madame puisse résister à cette déferlante de sites, module le fait qu'il y a quand même des choses inacceptables, hein, c'est tout ce qui est hors norme. C'est-à-dire toutes ces ventes en ligne qui ne respectent pas les normes de qualité, mais qui ne respectent même pas les normes de sécurité primaire. Ça doit être sanctionné très durement. Mais en revanche, on doit se poser la question de savoir comment nos centres-villes peuvent attirer les plus jeunes. D'ailleurs, ici, il y a quelques... Enfin, je fais offense à personne, hein, mais il y a quelques jeunes, c'est intéressant. Il y a tous les de savoir âges. Pourquoi est-ce que vous allez plus en ligne que dans le centre-ville et qu'est-ce qui vous manque en centre-ville? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Alors là, pour le coup, je vous invite à prendre le micro si vous vous sentez jeune et visé par Sylvain Berrios. Bon. En effet, nos méthodes de consommation ont complètement changé. Le e-commerce, c'est plus confortable. Moi, j'aime pas trop qu'on me dérange quand j'achète mes habits. Après, vous vous sentez dérangé par les commerçants quand vous êtes dans une boutique? C'est-à-dire, on vient nous voir, on peut pas forcément prendre le temps. Il y a la pression du panier moyen aussi pour eux. Donc, c'est tout un modèle économique qui est oppressant pour eux et pour nous aussi. Finalement, ça se répercute. Mais à côté de ça, le problème aussi pour moi, c'est plus dans les valeurs éducatives qu'on nous transmet. Je commande sur Internet, mais j'ai complètement conscience de ce que je commande. C'est du Made in France très souvent. Après, j'ai grandi forcément comme tous les jeunes. À 14 ans, quand j'ai vu des sites chinois avec des habits à 2 €, j'ai craqué. Et puis ensuite, il y a eu tous les scandales où on prend conscience. Vous avez pris conscience à ce moment-là. C'est-à-dire que vous vous rendiez compte, mais même en recevant la marchandise, que ce n'était pas exactement ce que vous aviez commandé peut-être. Exactement. Et à côté de ça, moi, la question que je me pose, en rebondissant, c'est finalement, le problème, ce serait peut-être pas nous, mais les valeurs éducatives. Donc nous, on est beaucoup dans l'écologie, dans la conscientisation de tout ça.
Et à côté de ça, on a un Black Friday qui n'est pas du tout légiféré. Sur Internet, c'est hyper attirant. On a des moins 70%, des moins 40%, pour rebondir sur le documentaire de la jeune femme qui disait qu'elle se sentait obligée de mettre des moins 20% sur les marques. Et en fait, c'est ça qui nous pousse à consommer. Et le problème est finalement donc comment encadrer ça, comment mettre en place peut-être des lois, des directives qui permettraient de limiter ce Black Friday et de mettre en avant les commerçants et de nous pousser, nous aussi, à sortir et à dire bon, c'est peut-être un peu plus avantageux d'aller dans cette boutique du coin de ma rue plutôt que de commander sur Internet. Alors, votre question, j'ai envie de la poser d'abord à Grégory Carré de l'UFC Que Choisir. Alors, juste avant de répondre, il y a quand même, sur le constat, c'est inéluctable. C'est-à-dire qu'il y a un taux de vacances qui est en train d'augmenter dans les centres-villes. La vacance commerciale. Voilà, un taux de vacances, c'est-à-dire des magasins vides. Et ça ne concerne pas seulement les centres-villes, ça concerne aussi les centres commerciaux. Et d'ailleurs, ils sont quasiment plus touchés. Puisque c'est 10% de vacances commerciales dans les magasins du centre-ville et c'est quasiment 17% dans les galeries de centres commerciaux. Il y a deux raisons essentielles. La première, on l'a dit, c'est probablement une partie de la concurrence du e-commerce. Mais la raison essentielle, si on regarde ce qui s'est passé sur 20 ans, c'est la somme qu'on consacre à tous ces commerces. L'essentiel des commerces de centre-ville, enfin la moitié, ça va être de l'habillement, du textile, des chaussures, de l'accessoire. Eh bien, les sommes qu'on a consacrées à ces achats ont été divisées par 2. Voilà, si on tient compte de l'augmentation du niveau de vie, ça a été divisé par 2. Et pas parce qu'on s'est enrichi, on ne s'est pas du tout enrichi, tout le monde était moins là. C'est parce que qu'est-ce qu'il a fallu payer ? Il a fallu payer des loyers. Il a fallu, pour certains, rembourser des prêts immobiliers. Les prêts immobiliers, la durée des prêts immobiliers a doublé en 20 ans. Le taux d'effort, il a passé de 20% à 33%. Et puis, il a fallu aussi payer son énergie. Il n'y a pas longtemps, il y a par exemple la TVA sur l'abonnement pour l'énergie est passée de 5,5 à 20%. Il faut être conscient que c'est pas sans effet sur les autres secteurs. Aujourd'hui, les gens ont un portefeuille qui est tendu. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des arbitrages. Eh bien, l'habillement, l'équipement du foyer aussi, ce sont des variables d'ajustement. On a diminué ces dépenses dessus. Pas forcément en diminuant notre consommation malheureusement, mais probablement en allant vers du moins cher. Et là-dessus, c'est vrai que les plateformes chinoises, le e-commerce ont été les bienvenus pour certains consommateurs qui ont procédé à des arbitrages. Donc pour moi, la raison essentielle, c'est vrai qu'il y a la concurrence du e-commerce, mais c'est vrai qu'on consacre beaucoup moins d'argent à toute cette activité qui était l'activité de nos centres-villes. Parce qu'il faut payer de l'énergie, parce qu'il faut payer des assurances aussi, si vous dites etc. aujourd'hui à un ou une ado lèche-vitrine, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il ne comprend pas le sens du mot lèche-vitrine. On va faire du lèche-vitrine. Oui. Alors, vrai et pas vrai, c'est-à-dire que la fréquentation... On a peut-être des enfants qui n'ont pas le même âge. Attendez, moi, j'ai 5 enfants, j'ai 2 filles. Croyez-moi, quand on les emmène, elles savent très bien de quoi il s'agit. Oui, très bien. Très bien de quoi il s'agit. Alors, la fréquentation des commerces n'a pas diminué. D'ailleurs, les gens, on a l'habitude de faire plus de commerces, même pour faire nos courses qu'on avait l'habitude de faire dans le supermarché. On va acheter l'alimentaire dans le supermarché et puis on va aller sur des discounters avec des prix un peu cassés pour acheter l'hygiène, les produits d'entretien, etc. Donc, on continue de fréquenter certains commerces, mais le panier moyen, lui, il s'est beaucoup réduit, ce qui veut dire que pour les commerçants, il y a beaucoup moins de chiffre d'affaires qui va rentrer pour juste une petite seconde. Parce que il y a la moitié, effectivement, des petits commerces qui sont de l'habillement. Mais il y a l'autre moitié. C'est pas l'alimentaire. Et notamment l'alimentaire. Donc, en fait, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on va en centre-ville et où est-ce qu'on va faire ses courses et pourquoi on y va ? Ce que vous avez dit est très juste. Et d'ailleurs, il n'y a pas la faute à quelqu'un. C'est pas votre faute à vous, c'est pas la faute aux jeunes, c'est pas tellement ça le sujet. C'est pas la faute de vos parents non plus. Oui, c'est pas la faute des parents, vous l'avez dit très justement. Et à un moment donné, quand on consomme, on va chercher d'abord, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on va chercher quelque chose qui n'est pas très cher. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai acheté des choses qui n'étaient pas très chères, qui n'étaient pas en centre-ville. Et puis on sait que quand on va en centre-ville, on a quelque chose qui peut être un peu plus cher, avec une autre qualité, un autre conseil. Et c'est là où les choses se font. La question, c'est aujourd'hui, est-ce que les jeunes vont retrouver le chemin du centre-ville ? Je crois que... Alors, on va faire circuler le micro. Allez-y, prenez le micro derrière vous.
Bonsoir. Bonsoir Stéphane, donc je suis vice-président de la Fédération et Association des commerçants parisiens. On fait une 80 associations de commerçants, 62 000 commerces. On est en pleine contradiction parce qu'on entend donc quelqu'un en lingerie fine qui est statique sur une boutique et on est sur aussi de la vente sur Internet. Et on parlait, monsieur le député, vous avez été à Roissy et vous avez vu que aucun des éléments qui arrivaient n'était aux normes. Par contre, quand vous êtes commerçant statique, vous avez la direction des fraudes qui vient et vous ne pouvez pas lutter, vous êtes fermé tout de suite. Donc on est dans une contradiction incroyable. Mademoiselle, au niveau de commander sur Internet, elle a dit aussi, et je me responsabilise en faisant attention à la planète et à ce que j'achète. Je connais aussi les jeunes, bien sûr. J'ai moi aussi des enfants, voire même je suis grand-père. Et j'ai été chez une famille il y a peu de temps. Ils ont reçu des colis et rien n'allait en fait. Donc ils ont été obligés de renvoyer. Donc c'était une veste, un pantalon, etc. Donc ils essayent, ils renvoient, ça repart. Ça fait des colis en plus. Et nous, à la Fédération d'Associations des commerçants de Paris, et j'invite toutes les associations de commerçants de France et de Navarre à le faire, on va faire un cahier, un livre blanc c'est pleine période électorale, bientôt au mois de mars pour les élus locaux, parce que ça doit être ponctuel et ça doit être chirurgical, ce qui se passe dans les commerces de centre-ville. Il y a des centres-villes qui vont bien, il y a une rue qui va bien, il y a l'autre rue qui va mal. Il faut de la mobilité, il faut de l'accessibilité, il faut plus de voitures, il faut du piéton, etc. On ne peut pas généraliser sur le territoire dans sa totalité, il faut faire point par point. Et on est une contradiction aussi sur la vacance commerciale. Les vacances dans l'immobilier d'habitation sont taxées pour pouvoir remettre du logement pour les gens qui ne peuvent pas se loger. En vacances commerciales, on n'a pas cette imposition sur la vacance commerciale. Alors c'est dans les tuyaux. Voilà, c'est dans les tuyaux, mais ça reste toujours dans les tuyaux. Le nouveau ministre des PME a planché sur un rapport justement sur il faut que ça sorte le assez dynamisme rapidement des parce que quand vous avez la taxe sur les friches commerciales est. Mais quand vous avez des commerces dans une rue commerçante où vous avez 3 commerces vides, tagués, mal entretenus, etc., plus votre boulangerie comme ma boulangère à mes côtés, comment ça peut attirer les gens? Il y a des centres-villes, Narbonne, je suis allé à Narbonne, c'est très compliqué. Donc on est toujours dans un phénomène de contradiction. Pour le Black Friday, je reviendrai sur la sémantique du Black Friday parce qu'il n'y a pas Alors, de... non, parce que c'est le métier de Mariette Darigrand. D'accord, ok. Je vais sémiologue. D'accord, Distorsion de concurrence. Non, mais je vais attendre ce que vous allez dire et après, je rebondirai peut-être ou pas. Voilà, je vous remercie. Et d'ailleurs, d'un mot, Grégory Carré, sur le Black Friday. Quand vous interrogez des commerçants, moi j'ai fait le test en allant dans des magasins, en fait, ceux qui le font à contre-cœur. Et ceux qui ne le font pas, comme Tina, qui était avec nous depuis Dunkerque dans sa boutique de lingerie, c'est presque un acte militant. Oui. Le Black Friday, c'est taillé sur mesure pour Internet, en fait, pas pour des boutiques physiques. Alors, pas aux États-Unis. Aux États-unis, c'était vraiment les magasins physiques. Mais en France, oui, c'est ça. Alors, c'est taillé pour Internet. Pourquoi? Parce que c'est de la fausse promesse, en fait, le Black Friday. Je suis désolé. Enfin, de plus en plus, les consommateurs le savent. Ce qui bouge au moment du Black Friday, c'est pas le prix que vous payez, c'est le prix de référence au-dessus qui se met à augmenter tout à coup en vous promettant des moins 70%. Le prix du produit, généralement, il n'a pas significativement bougé, en tout cas sur Internet, en tout cas pour l'équipement de la maison et pour le high-tech. Mais du coup, c'est vrai que cette concurrence un peu déloyale, parce que c'était de la fausse promesse dans ces cas-là, a amené finalement tout le monde à devoir embrayer. Et tout le monde, si vous écoutez la radio, si vous écoutez la publicité, ça parle de Black Friday tout le temps. Mais tout le monde s'y est mis, même les contrôles techniques auto, les assurances, etc. Donc tout ça... Ça a créé effectivement, c'est juste de l'activité, c'est de l'animation sur le point de vente. Il n'y a pas de réalité, on n'est pas en période de solde. Les périodes de solde, je le rappelle, c'est janvier, juin, c'est réglementé. Bon, il y a aussi beaucoup de fausses promesses au moment des soldes, qu'on ne se berce pas d'illusions, mais effectivement, les gens se sentent un peu obligés d'embrayer et d'être sur de la fausse promesse, parce que sinon, ils se disent que le chiffre d'affaires va diminuer encore plus vite qu'il ne diminue inéluctablement. Le Black Friday, vous avez raison, il est parti d'Internet. D'ailleurs, aujourd'hui, un achat sur 3 au Black Friday se fait sur Internet, alors que dans le reste de l'année, c'est un achat sur 5 qui se fait sur Internet. Donc il y a un regain d'achat sur Internet cette période-là. Et d'ailleurs, le ticket moyen est de 81 € dans le Black Friday sur Internet, alors qu'il est que de 57 € dans le Black Friday sur les boutiques physiques. Donc on voit que c'est effectivement calibré sur Internet. Vous avez parfaitement raison, monsieur. Dans toutes les fraudes qu'ils peuvent faire sur la TVA, les faux sirettes, le non-respect des normes, il y a aussi ce non-respect de nos lois commerciales avec des fausses promotions. Et ça, effectivement, c'est... Alors, pour pas stigmatiser une plateforme, Chine, il y a aussi Temu, AliExpress, elles sont toutes pareilles. Donc, en l'occurrence, c'est tous le même business model qui sont arrivés très vite, monsieur. Et c'est pour ça que le législateur et
et le temps de l'Assemblée et du Parlement européen encore plus est un peu lent, je pense trop lent, et il y a des conséquences extrêmement graves, ne serait-ce que l'année dernière, c'est 1600 boutiques de vêtements qui ont fermé, juste sur l'année 2024, et vous donniez le chiffre en ouverture de votre émission sur la vacance commerciale, elle n'était que de 6% en 2010. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de parallèle entre l'augmentation des achats, et je ne stigmatise pas les achats en ligne, parce que voilà, ça fait partie des modes de consommation, mais vous avez tout à fait raison, il y a achat en ligne et achat en ligne. Vous avez des achats en ligne qui se font sur des vraies marques identifiées. Si le produit ne va pas, on peut le changer, ça respecte nos normes. Et d'autres où c'est absolument la jungle, et il faut que le législateur, au nom des citoyens, protège les consommateurs, protège les PME et les industries. Alors Mariette Darigrand, elle vous entend parler du Black Friday depuis tout à l'heure. Elle fait des bons. Elle fait des bons. C'est son mot du jour, regardez. Oui, parce que maintenant, on entend les pubs à la radio, à la télé, Black Friday, Black Friday. Comment est-ce que cette expression est passée aussi vite dans notre langage courant, Mariette ? Alors écoutez, c'est vraiment le succès d'une importation. C'est sûr que ce n'était pas là il y a 10 ans, il y a 5 ans. Et maintenant, c'est notre vie quotidienne, parce que c'est une fois par an. Mais ça dure d'ailleurs, c'est pas un jour, c'est au moins une semaine. Oui, c'est Black November. Voilà. Alors en fait, je parle peut-être sous votre contrôle, mais c'est une expression qui a été créée dans les années 50 à Philadelphie par les policiers en fait de la ville qui voyaient autour du Thanksgiving des trafics monstres, des embouteillages, des gros bouchons, parce que vous savez que les Américains, je crois que c'est la fête la plus suivie aux États-Unis, le Thanksgiving, même avant Noël, et donc ils circulent beaucoup, ils vont dans leur famille. Alors là, ça fait des énormes problèmes évidemment. Donc ça fait des embouteillages, donc c'est Bison Futé à Philadelphie qui a dit c'est une journée noire, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, effectivement, ils vont aussi, bien sûr, dans les centres commerciaux. Il y a des lieux physiques. En fait, ça se passe en 2 temps. Il y a une double séquence. Le dernier jeudi de novembre, c'est donc ce fameux Thanksgiving. Et là, depuis longtemps, les Américains fêtent, célèbrent, remercient. Ça veut dire donner du merci, finalement, le Thanksgiving. Ça, c'est la première séquence. La deuxième, c'est le lendemain. Après avoir remercié pour la réussite de l'année, très à l'américaine, on va dépenser. On va tout dépenser. On va tout dépenser. Et effectivement, selon une modalité qui n'est peut-être pas la nôtre au départ, qui est, disons, comme disent les ethnologues, ordalique. Ça fait une grande fête excessive. On a donc un mélange de religieux et de commerce. Alors que d'habitude, c'est pas tellement dans ce sens-là. D'habitude, on les sépare plutôt. Exactement. Alors, Thanksgiving est-il religieux ? À notre sens européen, peut-être pas, mais il est, disons, plutôt un rituel de sacré. C'est du sacré populaire qui remonte aux premiers colons britanniques qui sont arrivés. C'était pas facile la vie pour eux, il fallait quand même survivre. Et donc, à la fin de chaque récolte, ils étaient contents, une année de plus, et là, ils remerciaient la nature, le soleil, la pluie, le climat, etc., les fameux fruits tirés de leur travail. En fait, ils fêtaient leurs enrichissements. Et aujourd'hui, on est dans une forme de matérialisme très américain. On est loin de la dénonciation des marchands du temple qu'on a dans la tradition chrétienne en Europe, non ? Oui, vous montrez d'ailleurs, Adeline, que vous en faites partie, parce que pour les Américains, c'est peut-être pas tout à fait ça. Mais ça montre, ça c'est très vrai, significativement, le succès du Black Friday, la facilité avec laquelle on a récupéré cette notion, elle marque l'effacement de cette culture européenne qui est parfois très culpabilisante par rapport au commerce. Juste avant le Black Friday, on s'est récupéré aussi Halloween. Donc c'est là quand même la preuve qu'on est dans une voie d'américanisation avancée. Oui, absolument. Ça, c'est un fait. Mais alors, Adeline, il faut rappeler à ce mot qu'il vient d'Europe quand même. Qu'est-ce que c'est le Friday ? Le Friday, vous me direz si j'ai raison, en vieil anglais, c'est le Freak's Day. Elle est imbattable, vous savez, elle est imbattable. Ne cherchez pas. Freak's Day, donc une déesse celte, ancestrale, pas encore chrétienne, déesse effectivement de la nature abondante, de la fertilité. Donc c'est tout à fait en rapport avec Thanksgiving. Ça se fait en 2 temps. On remercie cette fameuse déesse sous une forme ou sous une autre. Alors, précisément, vous avez raison, Adeline, par rapport à la tradition chrétienne, c'est tout le contraire. En tout cas, la tradition catholique, où le vendredi est souvent un jour maigre. Non, pas du tout. Là, au contraire, le Black Friday, il est peut-être un peu diabolique avec sa couleur, mais il n'est pas du tout maigre. Et donc, ça explique pourquoi la culture anglo-saxonne... écoutez, nous, elle peut nous choquer, éventuellement, c'est générationnel à mon avis, mais elle n'a aucun problème à célébrer le commerce et ses rites de dépenses excessives. C'est très américain. En fait, elle a inventé la société de consommation et elle a une imagination délirante pour renouveler cette société à l'infini avec toutes ses grands-messes. Alors, vous êtes plusieurs à vouloir réagir. D'abord, on va donner la parole à madame sur le Black Friday.
Donc le Black Friday, c'est tout à fait logique ce que vous avez dit par rapport aux années 50. Il faut aller une fois aux États-Unis au Black Friday. Et là, vous avez vraiment des ristournes importantes et incroyables. On est vraiment dans les moins 80% au minimum et pas des prix trafiqués. Le Black Friday, quand on remonte plus loin à l'époque de l'esclavage, c'était un vendredi noir pour l'esclave coûtait 2 fois moins cher que le prix habituel. Donc c'est là l'étymologie du Black Friday. Donc quand on est sur les mots... Je ne pense pas que ce soit l'étymologie, mais c'est une des dimensions d'interprétation de ce phénomène. C'est une interprétation. Lucie, vous vouliez prendre la parole. Oui, tout à fait. En fait, on parle Lucie, beaucoup... vous êtes gérante d'une boulangerie, c'est ça? Tout à fait, en Bretagne. Et on parle du Black Friday. Moi, je vois plutôt un problème de temporalité, parce que le Black Friday, si c'est une journée, ça peut se gérer pour beaucoup de personnes. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on va avoir les soldes en avance, après, avant. Oui. On va avoir les fêtes. On attaque Noël au mois de... Si je dis début novembre, on est bien. On a déjà des galettes. Donc la consommation, elle est complètement perdue. En fait, il faudrait revenir aussi moi, je suis dans l'alimentaire, donc il faudrait revenir à une saisonnalité. Oui, parce que là, vous êtes déjà sur les œufs de Pâques, vous, en fait. On pourrait presque dire ça, on en rigole, mais c'est plus ou moins ça. Ça chasse trop tôt les infos, ce qui fait que quand vous êtes artisan et que vous ne pouvez pas suivre cette fonction, vous allez vous retrouver en retard sur la consommation, c'est-à-dire que vous allez arriver avec vos calendriers de l'Avent, on va vous dire, ouais, mais moi, je l'ai acheté parce qu'il y a un mois, il faisait déjà des promos... Alors, je vais dire en grande Grégory Carré, comment on explique cette accélération? C'est vrai qu'on a commencé à avoir des décorations de Noël, il y avait Halloween, on était en octobre. Même pour les confiseurs, les galettes des rois, ça va commencer à arriver là. On en a déjà. Voilà. Alors, comment on explique ça? On explique ça avec... et là, il y a un problème de réglementation, donc je vous soumets une suggestion. Ils sont là. Les deux. Voilà. Les législateurs. Dans la transposition d'une loi en 2022, une omnibus, on a encadré le calcul des promotions. On a dit une promotion, ça doit être calculé par rapport au prix le plus bas pratiqué dans les 30 jours précédents. Alors, ça ne vous empêche pas de pouvoir manipuler le prix. Et puis, il y a un paragraphe qui a été ajouté en dessous. Ce paragraphe, je vais vous le montrer, il est sur le site de la répression des fraudes. Il dit, attention, ceci ne concerne que les promotions et pas les prix de comparaison. Un prix de comparaison. Ah, c'est le fameux prix de vente conseillé? Un prix de comparaison, il suffit juste de le sourcer, d'indiquer que c'est un prix de comparaison. Alors autant vous dire que c'est la même chose, vous avez un prix avec un prix barré, etc. Et là, il faut juste mentionner la source, prix conseillé par la marque, prix constaté chez un concurrent, etc. Ce texte a été introduit en 2022, il n'existait pas. Moi, je sais que des fois, quand j'étais interrogé en amont, je disais cette pratique de faire du prix de référence trompeur est un acte qui est déloyal, qu'il devrait être sanctionné. Maintenant, je ne peux même plus le dire, parce que comme c'est écrit dans la loi, c'est permis. Donc vous pouvez peut-être regarder, je vous montre juste le texte de loi derrière, et vous dire, mais comment on a laissé rentrer ça? Je ne sais pas, la transposition, elle a échappé à l'attention de tout le monde, je ne sais pas qui a... Parce qu'il n'était pas dans le texte européen, ça a été vraiment dans la transposition française qu'a été rajouté ce prix de comparaison, et tout le monde est perdant. Les consommateurs, parce que nous, on est lésés, et les commerçants, parce qu'effectivement, c'est un flou artistique, on n'y comprend plus rien. Il y a du moins 70 qui peut fleurir, on ne sait pas comment, c'est pas possible a priori, parce que la vente à perte n'est pas autorisée. Et toujours interdite. Et même quand on veut faire des vraies promotions, pour un commerçant, on est lésé, parce que personne n'est capable de dire que c'est une vraie promotion, parce que tout le monde est en train de jouer avec des règles et en train de tricher. Vous voulez lui répondre? Mais non, mais là, il vous l'offre sur un plateau. Il y a un article de loi qui autorise le fait de pouvoir offrir des promotions qui sont fausses. Je sais qu'elles sont très surveillées et qu'il y a beaucoup de sites qui jouent avec la règle, qui jouent avec la loi et qui effectivement vont baisser leur prix juste 30 jours avant le Black Friday pour pouvoir justifier ce fameux moins 70%. Mais au-delà de jouer avec la loi, il y a aussi beaucoup d'enseignes qui ne la respectent pas du tout. Et quand vous avez plusieurs milliers de nouveaux produits chaque jour sur ces plateformes-là, c'est vrai que c'est très très difficile à contrôler pour la répression des fraudes, comme d'ailleurs sur les produits, on l'a vu pour les douanes. Alors, je peux vous le lire, le texte, pardon. Mais, ou sinon, non mais du coup, parce que vous avez le pouvoir. Regardez, donc là, je suis... Alors ça, on aimerait bien ça. Alors ça, vous êtes au pouvoir. Donc là, je suis sur le site économie.gouv.fr et c'est écrit, voilà, cette règle, donc on parle de la règle des J-30, ne s'applique pas lorsque le professionnel compare le prix qu'il affiche avec des prix pratiqués par d'autres. Dans ce cas, le consommateur doit être clairement informé qu'il s'agit d'une comparaison ainsi que la nature de ce prix de comparaison, prix conseillé par le fabricant, etc. Voilà. Donc ça, à mon avis, si on le fait sauter, tout le monde sera gagnant, le consommateur et les commerçants.
commerçants. Je voudrais me tourner à présent vers David. Juste un instant. David, Juste un instant, parce que quand même, la question Sylvain à législative, on en a plaisanté un instant, qui a le pouvoir, est-ce qu'on peut le changer après tout, ça peut se voir. Mais la question qui est quand même posée, c'est celle de la confiance envers le commerçant ou la plateforme. C'est quand même ça la question qui est posée. Et on sait aujourd'hui que sur un certain nombre de plateformes, on ne peut pas avoir confiance. Honnêtement, ma boulangère, moi, j'ai plutôt confiance. Voilà, faut quand même... Je voudrais donner la parole à David. Vous pouvez être contrôlé, vous. David Brexel, vous êtes conseiller municipal à Courbevoie. Est-ce que vous pouvez me dire combien il reste de magasins d'habillement dans votre commune ? Et ils se font rares. Les dernières boutiques qui ferment, là, qui vont déposer le bilan, sont les boutiques d'habillement. Alors, Courbevoie, on a une situation un peu particulière, c'est qu'au-delà de la concurrence du e-commerce, on a la concurrence des centres commerciaux dans les villes voisines, à la Défense. Mais c'est pas une fatalité. Moi, je suis élu donc maintenant depuis 6 ans. Je suis pas issu du commerce et j'ai étudié les choses avec parfois des discours très pessimistes. Moi, la fin du centre-ville, on m'en a beaucoup parlé. Les rues commerçantes de Courbevoie étaient un peu désertées ou mono-activité. Beaucoup d'agences, beaucoup de banques, beaucoup de services. Et ce qui est problématique dans ce cadre-là, c'est comme vous disiez, on n'a plus plaisir à aller faire des courses, à aller se promener en ville. Donc on a le phénomène de la vacance, on a le phénomène aussi de la mono-activité. Quand vous avez que des fast-food et des banques, plus d'intérêt à aller fréquenter les rues commerçantes. On a des moyens d'agir, par contre. Élu local, on a un pouvoir de préemption qui est un peu limité parce qu'il faut répondre à un certain nombre de conditions très restrictives. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse être beaucoup plus stratège dans notre politique commerciale, notamment avec ce pouvoir de préemption, en fait, qu'on nous libère vraiment et qu'on ne puisse pas juste agir de temps en temps sur certaines cellules commerciales au moment où le fonds est vendu et au moment où il y a un changement d'activité, qu'on puisse avoir un vrai pouvoir d'agir comme les centres commerciaux. Comme je disais, le centre commercial qui est à côté de chez moi, je suis allé le voir, je suis allé discuter avec le directeur de ce centre commercial pour savoir comment lui travaillait. Ils ont des facilités formidables. En fait, vous arrivez dans le centre commercial, vous voulez une cellule de X mètres carrés, il aménage la cellule à X mètres carrés. Moi, je ne peux pas faire ça avec les murs dans la ville, j'y arrive pas. Donc, on a pris toutes les contraintes qu'il y avait et on agit avec. Les enseignes, les grandes enseignes qui sont dans les centres commerciaux, elles ne viendront pas à Courbevoie, en centre-ville. Donc, on fait un autre type de commerce, plus local, plus adapté à la demande, plus original aussi. Les boutiques de vêtements, elles vont être adaptées à ce qui est demandé par la population. Aujourd'hui, il y a la concurrence d'Internet, comme on disait, l'envie de pouvoir essayer les vêtements chez soi, la facilité de pouvoir les renvoyer. Les commerçants de centre-ville ont du mal à faire ça. On choisit tous les autres commerces qui peuvent être encore nécessaires. On avait la nécessité véritablement de réintroduire une locomotive commerciale pour refaire venir les gens dans le centre-ville. Ce serait quoi une locomotive commerciale pour un centre-ville comme Courbevoie ? C'est une grande enseigne. À Courbevoie, il me fallait une grande enseigne nationale, notoriété, sur une activité qui n'existait pas. J'ai eu la chance, un alignement des planètes. Le magasin de jouets a fermé à la Défense. Il était mal placé, c'était leur point faible. On l'a fait venir chez nous. Alors, je ne citerai pas l'enseigne, mais la grande enseigne nationale de jouets s'est implantée en cœur de ville de Courbevoie. À partir de là, on ouvre énormément de choses. Je peux aller voir les différentes enseignes en leur disant j'ai un flux de personnes qui passent dans ma rue. Venez, installez-vous. On a installé des commerces de bouche, meilleurs ouvriers de France. Et on arrive comme ça à refaire venir les gens dans les commerces, à en fait travailler sur l'expérience client. Mais vous dites qu'il faut donner plus de pouvoir au maire en quelque sorte. Mais quel pouvoir ? On a un pouvoir avec la préemption commerciale d'aménager un centre-ville, c'est-à-dire de décider un petit peu quel type de commerce va s'installer et où. Il faut qu'on aille plus loin là-dessus. On a d'autres outils qui ont fait l'objet d'un rapport, mais qui devraient être généralisés. On a vu les managers de centre-ville. C'est indispensable aujourd'hui d'avoir un manager de centre-ville. On va beaucoup plus loin que le simple directeur d'un service commerce. On anime, on réfléchit, on mobilise l'ensemble des Pierre Creuset, c'est votre sujet, ça, les managers de centre-ville. Il y en a beaucoup aujourd'hui, ça existe depuis combien de temps ? On a environ à peu près 300 managers de centre-ville en France. Il y en a un par ville ? Et il n'y a que 300 villes qui en ont ? Il n'y a que 300 villes pour l'instant qui ont des managers bien formés, qui travaillent. C'est quoi le quotidien d'un manager de centre-ville ? Pardonnez-moi le quotidien du manager de centre-ville, c'est d'aller voir les commerçants, de remonter l'information au maire
ou à son représentant et de dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. On est en pleine mutation. Vraiment, on est en pleine mutation du commerce. Mais le commerce va vivre et le centre-ville va vivre. C'est le seul lien social qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la visioconférence, on achète sur Internet et tout. Aujourd'hui, nos jeunes disent qu'est-ce qu'ils veulent, c'est le centre-ville. Et par rapport au municipal, vous en parliez très bien. Le premier sujet, c'est la première question qui a été posée par le CSA. Pour vous, quelle est la priorité ? Eh ben, c'est le commerce de centre-ville. Avant la sécurité, 28% le commerce de centre-ville. Donc ça veut dire que ça a de l'avenir, mais on n'est plus sur du plaisir. On vient en centre-ville pour aller au cinéma. On vient en centre-ville pour les animations qui sont faites. On vient en centre-ville. Voilà, pour quelque chose, pour une expérience. Voilà. Et c'est vrai que la boulangerie... Le commerce de bouche se porte quand même pas trop mal, du moins. Alors, Lucie n'est pas d'accord. Mais Lucie, prenez le micro. Là, je suis pas tout à fait d'accord. On est quand même dans des secteurs d'activité qui sont pas au meilleur de leur forme à l'heure actuelle. On s'est pris... les prix de l'énergie. Voilà, on a eu l'énergie en premier, on a les matières premières qui ont augmenté. Les cours du blé, le chocolat. Voilà, tout le monde est au courant, on en a suffisamment entendu parler. En préparant cette émission, vous souleviez un autre problème, celui du stationnement. Oui, les stationnements dans nos rues, qui souvent sont maintenant piétonnisés, parce que c'est très, très, très joli, bien à la mode, écolo, tout ce qu'on voudra, qui posent de gros problèmes. Parce qu'en fait, il faut savoir que, par exemple, pour une boulangerie, je prends mon cas, c'est le plus facile, et au moins, je suis sûre de ce que j'annonce. Si vous n'avez pas une place, ne serait-ce qu'un dépose-minute, il va se passer quoi ? Ils vont aller à la boulangerie suivante, qui aura un grand parking, qui permettra de laisser les enfants dans la voiture le temps d'aller acheter la baguette. Et du coup, ça, c'est quelque chose d'hyper important. Si les artisans ne peuvent pas faire venir leur livraison facilement, s'ils ne peuvent pas se garer parce qu'ils ont un chantier facilement, qu'il faut se garer au fin fond de... J'allais dire de Tombouctou, mais ce n'est pas le bon terme. Qui doivent se garer très loin de leur chantier, ça ne va pas être attractif. Et si ces gens ne viennent pas, si on n'a pas des artisans qui vont venir travailler sur des immeubles près de chez nous, ça va donner potentiellement des achats le midi parce qu'ils vont manger sur place, que ce soit en restaurant, en boulangerie. Et tout ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément bien gérées au même niveau que les travaux qu'il peuvent y avoir. Il faut savoir, et alors là-dessus, je vous rejoins sur les managers de centre-ville. Nous, on en a parlé avec la section artisanat au sein de la CPME. En fait, il faut savoir qu'il y a des aides qui sont possible à avoir quand il y a des travaux devant vos rues. Et ça, c'est jamais dit. Quand vous êtes commerçant et que vous avez... Alors, moi, j'ai eu le cas. Je suis un petit village, mais on a eu le cas. On a eu 1 mois et demi de travaux devant la boutique. 1 mois et demi de travaux où le chiffre d'affaires est impacté. J'ai fait des magnifiques tableaux Excel pour envoyer aux mairies. Je n'ai rien eu. Pas de remboursement. Alors qu'il existe apparemment, on nous a expliqué un manager de centre-ville, qu'il y a des commissions d'indemnisation. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos députés ? Comment on fait pour les avoir, ces commissions d'indemnisation et ces aides et ces facultés, tout ce qui existe? Parce qu'apparemment, il existe énormément de choses qu'on n'a pas. Alors, moi, je triche un peu parce que je fais partie d'un collectif et on a listé tout ce que vous pouvez faire, tout ce qui peut exister au niveau des aides de l'État. Mais si on ne va pas chercher, où on trouve ces aides? Comment ça arrive réellement et que c'est concret et qu'on ne nous demande pas 300 papiers qui vont nous prendre un temps. Qui veut lui répondre? Concrètement, il faut juste travailler avec la chambre de commerce. C'est le boulot de la chambre de commerce qui, normalement... Le public se répond entre eux. Oui. Vous vous rendez compte? On prend les réponses, on vous évite un peu de boulot. Mais on est la représentation nationale, donc c'est normal, en fait. Et je voudrais qui paye les managers de centre-ville aussi. C'est intéressant, c'est très instructif, les managers de centre-ville. C'est un agent municipal. Moi, je vais vous donner, si vous permettez, j'étais maire pendant 10 ans. Et je veux juste vous dire comment on procède. D'abord, on veille, on a 3 rues très commerçantes dans la ville, à Saint-Maur-des-Fossés, 5 villages, bref. On veille à ce qu'il y ait des parkings près de chaque rue commerçante. Pour autant, et vous avez raison, les consommateurs aiment se poser devant la boulangerie, ils vont acheter leur baguette. Bon, vous posez qu'une voiture, hein. Si vous vendez 1000 baguettes, vous ne faites pas 1000 voitures devant chez vous. Mais bon, mais nous, voilà la façon dont on fait. Quand on fait des travaux, d'abord, on fait en sorte d'associer ceux qui veulent être associés.
Et puis, les communes ont la possibilité de déduire, par exemple, les taxes sur les annonces. Ça, c'est des taxes qu'on peut déduire. Les taxes, lorsque vous sortez sur l'espace public lors des grandes fêtes, ça, on peut le déduire aussi. On peut faire tout ce travail-là. Une commune peut le faire. Et nous, on le fait. En revanche, tout ce qui relève de la compensation du chiffre d'affaires, là, monsieur a raison. Ça renvoie aux chambres de commerce. Parce que ça renvoie aussi aux bénéfices futurs. C'est-à-dire que le bénéfice futur, parce qu'on suppose que ça vous a apporté quelque chose. On suppose que ça vous a apporté quelque chose. Et bénéfice futur, vous n'avez pas partagé. Non, mais attendez, vous me dites... Si vous voulez parler, c'est dans un micro. Vous me dites, mais non. Je vous dis juste que là, c'est un autre sujet. Lorsque vous avez une baisse d'attractivité forte, très forte, liée à des travaux très forts, là, vous avez un comité d'indemnisation. Je vais vous prendre un exemple. Dans la ville, à Saint-Maur-des-Fossés, vous avez une gare qui s'appelle la gare du Grand Paris. Vous avez eu, avec le Grand Paris Aménagement, la possibilité d'avoir une commission d'indemnisation. Lorsque c'est des travaux qui sont relativement qui sont communaux, à ce moment-là, c'est sur les enseignes, c'est sur l'espace public, où là, on fait en sorte que ça soit gratuit le temps des travaux. Donc il y a toujours des moyens de compensation. Mais ce qui est important, c'est ce que disait monsieur, c'est que le centre-ville doit être un moment d'expérience. Si on veut faire revenir les gens et les faire consommer un centre-ville, il faut qu'il puisse y avoir un moment de partage. Et un moment de partage, c'est quoi? C'est chez le commerçant, on sait tous où il y a le meilleur pain au chocolat chez moi. Tout le monde a un avis sur la baguette, il y a je ne sais combien de boulangeries, tout le monde sait où est la meilleure boulangerie. Bref, mais surtout, il y a des terrasses. De Ruisse, c'est chez Lucie. Mais surtout, il y a des terrasses pour les restaurants, donc la possibilité d'avoir des terrasses et de développer les terrasses, de faire en sorte qu'on soit des lieux où on puisse se retrouver, on puisse avoir une conjugaison avec les marchés de plein vent. C'est très important aussi, ça, parce que ça participe aussi de l'animation commerciale, de faire en sorte qu'on puisse se garer à proximité, mais pas sur le pied des consommateurs qui sont en train de faire leurs courses, que les mamans, avec leurs poussettes et les papas, puissent circuler. Tout ça, ça nécessite des aménagements d'ensemble et faire en sorte que ce soit des lieux de vie, que ce soit des centres commerciaux à ciel ouvert, et non pas des successions de boutiques où chacun est chez soi. On doit réussir à créer cette communauté pour que ce soit une belle expérience, en tout cas une expérience moins virtuelle que sur Internet. On va le faire comme ça. Pour amener une conclusion à vos propos, je tiens juste à étayer vos informations. C'est vrai que par le hasard des choses, j'ai grandi à Saint-Maur-des-Fossés. Formidable. Voilà, j'y ai passé. Je vous avais reconnu. Il est venu avec un électeur, le coquin. J'ai passé toute ma jeunesse. Donc effectivement, je tiens à dire qu'il fait plutôt bon vivre là-bas. Et ce que vous disiez avec les parkings est assez intéressant. C'est vrai qu'ils sont pas éloignés, mais ils ne sont pas directement mis effectivement en face des boulangeries. Et on peut avoir une expérience de consommateur qui est très agréable. Et effectivement, les commerces à Saint-Maur-des-Fossés se portent plutôt bien. J'en ai vu plus ouvrir que fermer. Et si je suis venu sur ce plateau, c'était pas pour parler de mon expérience de ville, mais plutôt d'autres qui sont dans ces difficultés-là. Mais il y avait Sylvain Berrios. Effectivement, là, ça a fonctionné, ça marche plutôt bien et j'en suis ravi. On a beaucoup parlé ces derniers jours du fameux rapport pour redynamiser les commerces de proximité. Serge Papin en a développé certaines mesures récemment, le nouveau ministre des PME. Et alors, parmi les mesures, il y a la formation des commerçants à l'intelligence artificielle. Grégory, c'est pour faire quoi? Vous êtes aussi étonné que moi, ça me rassure. Oui, c'est très à la mode. Enfin, moi, j'en ai beaucoup de la formation pour l'intelligence artificielle dans mon métier. Donc, je pense que l'intelligence artificielle, on la met à toutes les sauces aujourd'hui. Oui. Où elle se développe énormément, pour le coup, c'est sur Internet. C'est-à-dire que là, avec l'intelligence artificielle, ils ont la capacité, on peut prendre l'exemple des plateformes chinoises, de très vite répondre à vos besoins avant même que vous les ayez exprimés. C'est-à-dire que vous allez constater, vous êtes sur des sites, vous faites votre requête, vous cherchez quelque chose, et ben il y a des suggestions d'achat de produits que vous aviez. Voilà, qui sont en train d'apparaître. Vous allez émettre quelques mots et ils sont déjà en train de générer des images comme s'il y avait le produit. C'est les algorithmes. Eux sont très rapides. Les commerçants de centre-ville, écoutez, l'intelligence artificielle, elle peut aider. Je crois que c'est David qui veut répondre peut-être. Elle peut aider, évidemment, parce que, par exemple, vous cherchez une recette, vous l'avez hyper rapidement, la recette. Et vraiment... Mais en quoi l'intelligence artificielle... Le mail, je vous donne le mail. Le mail, monsieur le maire doit être au courant. Quand vous étiez maire, il y a 15 ans de ça, personne n'avait de mail. Les commerçants n'avaient pas de mail. Par contre, tout le monde avait des mails chez soi, mais le commerçant donnait le mail du voisin. Aujourd'hui, je pense que
il ne faut pas que les commerçants soient en retard. Il faut que les commerçants soient en avance, ils soient comme tous les concitoyens. Et moi, je pense que c'est important parce que vous écrivez un mail, mais ça va à toute allure. Moi qui fais un peu de faute d'orthographe, je vous assure que je fais plus de faute d'orthographe, mais que j'écris mon mail très vite maintenant. Voilà, donc bien sûr que ça retire des postes d'assistante, de choses comme ça, mais je pense que pour le commerçant, c'est vraiment une aide hyper importante. Moi, ce que je veux dire, au-delà de l'intelligence artificielle, je pense qu'il ne faut pas toujours opposer commerce en ligne et commerce physique. Le commerce en ligne, en 10 ans, il est passé de 65 milliards de chiffre d'affaires à 175 milliards de chiffre d'affaires. Il ne faut pas que nos commerçants locaux passent à côté de cette manne. Je pense que les fameuses places de marché qui existent aujourd'hui, qui sont très décriées parce qu'elles vendent des produits qui ne respectent pas nos normes, elles peuvent aussi vendre des produits de nos bons commerçants locaux. Et le marchand de chocolat local, il peut très bien mettre ses chocolats sur une plateforme de marché et que la personne âgée qui ne peut plus forcément se déplacer en ville puisse commander des chocolats, pas qui viennent de l'autre bout du monde, mais qui viennent de la boutique du centre-ville. Mais est-ce qu'il n'y a pas certains commerçants qui se sont retrouvés eux-mêmes piégés en fondant leur propre site internet marchand? Et finalement, à un moment, ils ont fait plus d'affaires sur Internet avec leur boutique que dans leur boutique physique. Les deux sont complémentaires et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez ces places de marché qui sont tellement bien référencées sur Internet que le fait de monter son propre site Internet avec son propre mode de paiement, etc., le fait de l'alimenter soi-même, ça peut être assez lourd, alors qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre en ligne assez facilement et les commerces peuvent effectivement aussi utiliser le commerce en ligne. Il ne faut pas que opposer les deux. En 2 secondes, 83% des utilisateurs d'Internet qui achètent en ligne viennent en centre-ville et délaissent la périphérie. Donc ça aussi, c'est important. Mais est-ce que vous pensez que les commerçants, ils doivent aujourd'hui, ceux qui ne l'ont pas encore fait, se diversifier et s'adosser à leur propre site Internet? Je crois que c'est Stéphane et David. Alors là, c'est encore du chirurgical, ça va dépendre quelle activité on a. Oui. L'intelligence artificielle, alors on va l'utiliser, allons jusqu'au bout. Du coup, j'aurai plus besoin de comptables, parce que ça va être fait par l'intelligence artificielle, donc on va mettre tous les comptables dehors. Moi, je m'occupe aussi de l'association des commerçants Le Pic à Besse et rue adjacente, c'est Montmartre. Donc sur l'accessibilité, on est en train de tout piétoniser. Au départ, tout le monde était contre parce qu'on disait qu'il fallait bien acheter en mettant sa voiture à côté du boucher ou du charcutier. Et en fait, ça y est, les phases, on en est à la phase 3. Et en fait, ceux qui ont fait la phase 1 et la phase 2 sont très contents parce que ça draine du monde. Donc, mais je peux comprendre qu'à la campagne ou ailleurs, dans des petites villes, on ait besoin de son véhicule. Donc c'est vraiment, en fin de compte, le commerce de centre-ville, on appelle ça même le cœur de centre-ville, le cœur. Donc un cœur, ça bat tout seul, et chaque ville a sa propre spécificité. Et c'est pour ça que je rappelle, période électorale oblige, faites un livre blanc et dites aux candidats qui vont être dans vos villes qu'est-ce qu'ils pensent faire pour le cœur de ville. Et il faut leur faire signer le livre blanc que vous allez monter avec la CCI de votre coin et les différentes associations de commerçants. Il y a un micro derrière vous. Oui, alors je reviens sur l'intelligence artificielle. On a vu tout un débat au moment du Covid, on nous a dit, et beaucoup d'ailleurs ont foncé sur le business, il faut développer des plateformes en ligne pour les commerces locaux. Moi, j'ai beaucoup de mes commerçants qui m'ont dit vous êtes sympa David, mais moi j'ai ouvert une boutique, c'est pas pour me mettre en ligne. Là où il y a un intérêt pour l'intelligence artificielle, c'est que c'est un nouveau mode de recherche. A priori, quand on cherche maintenant, on va plus forcément sur les moteurs de recherche, on demande à l'intelligence artificielle. On peut le faire pour nous. Voilà, et on a de la chance d'avoir des intelligences artificielles qui sont parfois apprenantes. Oui, si nos commerçants arrivent à faire apprendre à l'intelligence artificielle que si je veux aller chercher tel ou tel produit à Courbevoie, il faut qu'il remonte dans les réponses, tant mieux, faisons-le. Je ne suis pas certain que ce soit la panacée. Je voudrais vous soumettre aussi ce soir une situation un peu plus urgente avec ces communes plus petites, ces villages qui perdent leur dernier commerce. On va aller à Naour, c'est une commune qui est à 20 minutes d'Amiens. Là-bas, il reste un seul commerce, ça s'appelle le Cheval Blanc. Alors vous allez voir, il fait tout, bar, tabac, restaurant, boulangerie, point relais. Sa gérante part à la retraite dans 4 mois et pour l'instant, elle n'a aucun repreneur. C'est un reportage de Dario Borgogno avec Eva Billion. Ah, bonjour Annie, ça va? Donc vous venez chercher un petit coup de bonheur au Cheval Blanc alors? Ah, près du radiateur comme d'habitude. Catherine est la gérante de l'unique commerce de Naour, commune de 1055 habitants, avec pour seule aide son époux Eddy aux cuisines. Le Cheval Blanc est un restaurant, mais aussi une boulangerie, une épicerie fine, un relais poste ou encore un bar tabac. C'est surtout un lieu de rencontre.
Mais vous n'habitez pas Cambon? Ah bien, pas très loin de chez Marie-Reine. Voilà. Mais en mars, Catherine part à la retraite et pour l'instant, personne n'est là pour reprendre. Vous allez aller boire votre café où? Bonne question. Parce que ça fait quand même quelques années maintenant qu'on se côtoie, on se tutoie, on se raconte un peu nos vies. J'ai connu 3-4 cafés ici, là c'est vraiment le dernier du village, donc si ça ferme, ça va faire vraiment le vide. Ça nous fait sortir de chez nous aussi. Voilà. Un jour que ça va fermer, ça va nous faire vraiment mal au cœur. Pourtant, la patronne ne cesse de baisser le prix. Expertisé à 160 000 €, le Cheval Blanc cherche à présent repreneur pour 80 000 €. En espérant que quelqu'un ait un petit peu d'apport et puisse avoir un prêt pour pouvoir prendre le relais. C'est très stressant, on se demande un petit peu à quelle sauce on va être mangé. S'il y a un repreneur, bon ben voilà, les choses restent en place et c'est lui qui prend la suite. Si les rideaux se baissent, c'est un crève-cœur. Hein. Ouais. Vous allez me faire pleurer là. L'affaire est pourtant rentable, rendant la situation encore plus incompréhensible. La problématique, je ne la comprends pas, puisque en fait, c'est une affaire où on ne se pose pas la question si ça va fonctionner ou pas, puisqu'on sait déjà que les gens qui prendront la succession, ça fonctionnera. Est-ce que c'est le moment actuel qui est plein de questionnements en fait, hein. En ce moment, quand on dit investir, c'est plutôt un pas en arrière pour pas mal d'entreprises. Après 4 ans de recherche, il reste 3 mois à Catherine pour trouver un repreneur. On peut faire pour Catherine? En tout cas, ce qui est sûr, et ça s'est vu dans le témoignage de monsieur tout à l'heure, c'est que en fait, les clients attirent les clients. C'est-à-dire qu'on aime bien aller faire les boutiques quand il y a plusieurs boutiques de vêtements. On aime bien aller boire un verre dans un quartier où il y a plusieurs bars pour boire un verre. Donc c'est sûr qu'il faut un moteur pour attirer les autres commerçants. Si le dernier commerce disparaît, c'est vrai que ça va être très difficile. Il y a effectivement des pouvoirs de préemption, à la fois des murs et du fonds de commerce, pour que la mairie puisse garder la maîtrise. Il peut y avoir aussi, je crois que c'est le candidat de mon parti à la mairie de Paris qui propose un plafonnement des loyers. Ça s'est fait sur le logement, mais y compris pour les beaux commerciaux, parce que parfois les loyers commerciaux augmentent et on ne trouve plus de rentabilité. En tout cas, il faut quand même être conscient, et je voudrais rebondir en même temps sur ce que vous avez dit en ouverture d'émission, que finalement, avec sa carte bleue, on a presque plus de pouvoir sur le monde qu'avec sa carte électorale. Et je dis ça en tant que député. Mais quand on consomme, on agit sur l'environnement, on agit sur l'emploi, on agit sur l'économie locale. Effectivement, et donc, il faut... Avec un manager de ville, là en l'occurrence un petit village ne peut pas en avoir, mais moi j'en avais une dans ma commune quand j'étais adjoint au maire, ça a été supprimé et je vois vraiment la différence que c'est l'interlocuteur unique. Il faut quelqu'un qui aille chercher un porteur de projet, d'autant que cette affaire est rentable. Ça fait 4 ans qu'elle cherche un repreneur. Elle a divisé le prix en 2. 80 000 € son affaire, elle fait tout. Mais en même temps, j'imagine qu'elle travaille 7 jours sur 7 et qu'elle travaille de 9h à 23h et que c'est des conditions de vie. Lucie parlait dans un micro. J'ai juste pas entendu les horaires que vous avez dit. Je sais pas, mais elle travaille certainement. Sachant qu'elle fait de la boulangerie, oui, elle doit commencer à 5h du matin. Elle fait peut-être des pots de pain, je ne sais pas. Oui, je pense qu'elle fait 5-6 heures, elle doit être ouverte dans un petit village, jusqu'à 21h, 22, 23. Il y a en fait, il faut trouver 2 repreneurs, en fait. En fait, oui, et puis il faut trouver les gens qui ont encore envie de vivre comme ça. C'est un couple qui va pas réellement avoir de vie à côté et qui en plus va passer son temps et vivre complètement dans cette boutique. C'est hyper enrichissant, mais les jeunes, je pense pas me tromper, n'ont plus forcément tous cet attrait à passer une vie complète. Travailler le week-end. 7 jours sur 7, jours fériés. Et revenir à sa mort, tu veux dire. En un mot, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer dans ces situations-là aussi. À Courbevoie, on avait un centre commercial, on l'a toujours, qui a été aux mains de 2 acteurs privés de référence et qui l'ont laissé péricliter. On a racheté le centre commercial, on a racheté 80% des cellules. Alors en Ile-de-France, on a peut-être aussi la possibilité, l'aide de la métropole du Grand Paris, l'aide de l'établissement public foncier d'Île-de-France. Donc on a plus de moyens pour faire ces choses-là. Les boutiques de ce centre commercial, on les a recommercialisées nous-mêmes, avec le service commerce, avec le manager de centre-ville, avec ses équipes, et on y arrive. On y met d'autres conditions. Il y a en effet le temps de travail, ça qui est malheureusement incompressible, mais il y a toutes les charges dont on parlait tout à l'heure. Le loyer, il faut en effet pouvoir agir sur le niveau de loyer qui est demandé. On a en effet la possibilité de taxer quand les commerces sont vacants après 2 années. Quand vous avez un commerce vacant dans 2 ans, c'est quand même catastrophique pour le reste. Il faut qu'on puisse agir plus fortement là-dessus. Et en fait, le propriétaire d'un commerce, il le loue.
Le problème sont les grandes foncières privées qui ont les moyens de ne pas louer. En tout cas, si chez vous, ici, si chez vous, là-bas, vous avez une solution pour Catherine, eh bien vous pouvez nous écrire sur lcp.fr et c'est promis, on transmettra. Un grand merci à vous d'être venus ce soir participer à Chaque Voix compte. Merci également à Romain Eskenazi et à Sylvain Berrios. Un grand merci à Grégory et à Mariette. Et puis merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. Cette émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30. Si vous souhaitez vous aussi faire partie du public et venir interroger vos députés, eh bien vous pouvez flasher le QR code qui va apparaître d'un instant à l'autre sur votre écran. Lundi, vous retrouvez l'ami Francis Letellier pour Lundi c'est politique. Son invité sera la ministre Aurore Bergé. On se retrouve mardi en direct à 19h30. Excellente soirée sur LCP Canal 8.